Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission Actubuzz, une émission qui passe en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons débattre autour des 4 principaux thèmes. D'abord, l'ultimatum de Némouanda Nsemi donné au président de la République, Félix Tshisekedi. Il a donné 72 heures au président pour laisser les pouvoirs. Il aurait reçu un message divin selon lequel c'est lui, le président de la République. Il s'est donc autoproclamé président. Il a donné 48 heures à Joseph Kabila, l'ancien président, pour quitter le pays. Où en sommes-nous avec cet ultimatum? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. On va également parler de Vital Kamerhe, qui, dans un mariage au niveau de Rwanda, a fait des déclarations qui n'ont pas arrangé certaines personnes. Pourquoi? On va tenter d'y répondre au cours de cette émission. Puis on va prendre les dossiers balkanisation, le cardinal Ambongo, qui, après sa visite pastorale au niveau de Beni, a lancé l'alerte. Il a déclaré qu'un plan de balkanisation est mis en marche et il est très avancé, ces plans. Et puis on va chuter avec les manifestations au niveau de l'université de Kinshasa. On dénombre 9 blessés et 11 personnes interpellées. Les professeurs suspendent les activités et exigent le déguerpissement de tous les étudiants logés au HOM. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Yannick Ngandou, un habitué de cette émission à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour Hervé, merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et je suis très content de revenir encore. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Avant de parler actualité, est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'être juriste en RDC? C'est très difficile. Très difficile parce qu'à un certain moment, les gens n'ont pas ce qui est sur la culture de consulter les juristes avant de faire quoi que ce soit. Or, un juriste ne vit que par les prestations de ses services. Aujourd'hui, tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu architecte, tout le monde est devenu tout le monde. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, les juristes se retrouvent ou se trouvent devant des difficultés, mais sinon ça va, ça va. Je crois qu'avec la vision actuelle, les choses vont changer, et surtout avec un état de droit, parce que dans un état de droit, on laisse la place à celui qui a la maîtrise de la chose. Donc, espérons que les choses iront mieux. Voilà, on va parler actualité. L'actualité reste dominée par les déclarations faites par Némouanda Nsemi, leader du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Il aurait reçu un songe selon lequel c'est lui le président de la République. Il s'est donc pour l'occasion autoproclamé président de la République. 72 heures d'ultimatum au président de la République, c'est pratiquement expiré. Toujours pas de remises et reprises. Finalement, comment vous analysez-vous les comportements de cet acteur politique? Je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on évite la théâtralisation de la vie politique. Il faut éviter de faire des spectacles. La politique, c'est pas ça. C'est pas ça. Si effectivement il aurait reçu une vision, alors moi j'aurais voulu qu'il continue avec cette vision ou ces songes-là jusqu'au point de prêter serment en plein songe, former son gouvernement en plein songe, commencer à diriger son pays en plein songe. Pourquoi il s'est réveillé? C'est ça le problème, c'est ça la question que d'ailleurs que je me pose. Il aurait dû continuer son songe, sa vision, comme ça là il allait bien faire les choses. Maintenant, là, il s'est réveillé, alors il veut prendre ce qui est songe, les rendre réels. C'est très compliqué. Il faudra éviter de théâtraliser la politique en République démocratique du Congo. Il faut éviter les spectacles. Et en même temps, il ne faudra pas qu'il oublie qu'il est, il est en liberté provisoire. Il est en liberté provisoire. C'était un évadé d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai, il était tout ce que tu as dit là, et puis on l'avait ramené, et puis après, il a sollicité la liberté provisoire. Donc, tel qu'il est là, il est sous une liberté provisoire. Alors, à un certain moment, la liberté provisoire, lorsque on vous l'accorde, il y a certaines disciplines, il y a certaines choses qu'il ne faudra pas faire, il y a des choses qu'il ne faudra pas dire, des peurs qu'on puisse vous reprendre. Alors, ça sera prudent pour lui.
à un certain moment de savoir ce qu'il dit et comment le faire. Moi, je croyais, peut-être que comme il avait lancé son truc là, 72 heures, remise et reprise et tout ça. Bon, jusqu'aujourd'hui, on attend. Peut-être que la remise et reprise a eu lieu, comme déjà la vision, c'était une vision. Alors, peut-être qu'il y a eu remise et reprise. Nous, comme on ne faisait pas partie de sa vision là, c'est comme ça qu'on ne voit rien sur le plan matériel ou même sur le plan réel. Mais je crois qu'il faudra éviter certains propos qui risquent de déclencher certaines procédures judiciaires. Ce n'est pas intéressant contre lui. C'est là que j'allais venir. Est-ce que ces propos ne font-ils pas fâcher la loi? Bon, effectivement, hein, vous savez, nous avons le ministère public, celui qu'on appelle l'organe de la loi, qui a pour mission de rechercher les infractions. C'est comme ça que je dis, je conseillerais à l'honorable Monassemi d'éviter certains propos, parce que les ministères publics peuvent s'en saisir, hein, ils peuvent se saisir d'office et puis commencer à instruire un dossier. Vous allez voir demain, après-demain, quand on va l'interpeller, oh non, l'état de droit que vous avez prôné, voilà, voilà. Alors que dans un état de droit, il y a une certaine discipline, il y a des choses qu'il faudra observer. On peut même aller trop loin pour dire que ça risque, ça frise l'outrage à la personne du chef de l'État. Tout ce qu'il a déclaré là, le président de la République, son pouvoir n'a plus sa raison d'être parce qu'il est au service de Rwanda via sa femme. Vous voyez, de tels propos, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, ça peut faire l'objet d'une ouverture d'un dossier judiciaire. Donc, ce n'est pas intéressant. Je crois que s'il voulait ou s'il veut faire sa sortie ou il veut revenir dans le monde politique, il faudra qu'il revoie un tout petit peu ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire en créant des spectacles qui sont inappropriés d'ailleurs, pour qu'on parle de vous. Non, il faudra chercher qu'on parle de vous en bien et non en mal. Vous voyez? C'est ça, au fait, la philosophie que nous avons aujourd'hui en République du Congo. Donc, nous pensons que quand on veut faire le buzz, là, il faudra, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Non. Non, ce n'est pas intéressant. Il faut rester cohérent. Il faut savoir ce que l'on veut et ce que l'on cherche. C'est ce qui est important. Peut-être qu'il a besoin qu'on puisse réparer sa maison. Peut-être que c'est parmi les revendications. Bon, il dit, bon, écoutez, je vais balancer un truc comme ça, on va faire allusion à moi et tout ça. Bon, je sais que sa maison a été touchée. Je crois que peut-être que si l'État congolais peut penser à ça, qu'on puisse peut-être voir les dégâts causés, réparer et tout ça. Peut-être que c'est ça la réclamation. La vraie, peut-être. C'est ça la vraie réclamation. D'abord, il a d'abord commencé par demander qu'on puisse accorder 3 ans à Kabila pour réorganiser, je ne sais pas moi, les pays. Il va constituer une milice pratiquement où il va mettre tout le monde mal à l'aise. Il va être arrêté, il va s'évader de la prison, il réapparaît grâce à pratiquement, je dirais, à Olengankoï. Et aujourd'hui, il reprend ses déclarations tapageuses. Finalement, comment vous trouvez les comportements de l'homme? C'est quelqu'un qui voulait parler, il a parlé, mais seulement il ne fallait pas qu'il parle dans ce sens-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il a évoqué beaucoup de choses. Le sénateur a vie, il doit quitter le pays et tout ça, 48 heures et tout. Bon, je vois que... Vous voyez, tout ce qu'il a dit là, bon, je ne sais pas, du début à la fin, quel est le seul point où... ces revendications, ces réclamations, quel est le point qui a été accompli? Quel est le point qui a été mis en œuvre? Rien du tout. C'est comme ça que je dis, il faudra éviter de faire la théâtralisation de la vie politique en République du Congo. Parce qu'au-delà de tout, il y a des gens qui nous suivent de part et d'autre. Alors, il faudra éviter certains comportements parce qu'il était honorable. C'est un honorable de ces pays. Donc, il a participé, il a contrôlé le gouvernement, il a fait tout ce que les députés font. Alors, vous voyez maintenant quelqu'un qui était député, on les appelle même honorables. Alors, aujourd'hui, lancer de tels propos, c'est pas du tout intéressant. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse mettre à nouveau la main sur lui? C'est comme ça que je dis, il faut éviter certains propos parce que le magistrat, le procureur, voilà, le parquet, non. Vous savez, c'est vous qui avez ça dans vos, je sais pas, dans l'imagination, dans l'imaginaire, phénomène indica, quelque chose comme ça. Non, vous savez, l'État reste l'État. Je salue le courage. Vous savez, comment est-ce qu'il était appréhendé? Est-ce qu'on a oublié l'histoire avec le général Kanyama que je salue? Avec le général Kanyama. Rappelez-vous de ce qu'il y a eu.
Il y avait des Ndika, non? Mais comment il était appréhendé? Comment il était appréhendé? Donc, nul n'est au-dessus de la loi. L'État reste au-dessus de tout. Vous pouvez avoir vos Ndika, vous pouvez avoir vos Maboka, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, vos Bikedi et tout ça qu'on sort, mais l'État reste. S'il veut vous appréhender, s'il veut mettre la main sur vous, il va le faire. Parce que l'État a tout le mécanisme possible. Tout le mécanisme, que ce soit un mécanisme physique ou spirituel. Donc n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ces détails. Alors comment expliquez-vous aujourd'hui les silences de notre appareil judiciaire ou de ceux qui animent notre justice vis-à-vis des propos des Mwandansemi? Parce que je me rappelle, sous Kabila, il suffisait juste de citer son nom en mal et la justice... C'est ça, le problème c'est que quand vous dites que sous Kabila, là, le régime a changé, il ne faut pas confondre les choses. Nous sommes dans un état de droit, ça c'est un des deux. En tant qu'avocat, je vous dis, l'instruction, ce n'est pas ce que nous pensons. Le parquet peut être saisi maintenant, mais le temps pour lui de rechercher les infractions, réunir les preuves, chercher tout ça, ça peut prendre du temps. Et surtout que l'instruction est secrète. Peut-être qu'il y a déjà un dossier. Je dis peut-être, je n'ai pas dit qu'il y a eu un dossier, mais peut-être qu'il y a un dossier, on ne vous le dira pas. Parce que d'abord, le principe, c'est que l'instruction est secrète. On ne peut pas venir à la télé pour commencer à vous dire non, on a ouvert un dossier contre Mwandansemi. Non. Peut-être les actes de procédure qui feront à ce qu'on soit informé. Donc, ne soyez pas surpris si, peut-être demain, après-demain, il est interpellé. La justice fera son travail ou fait son travail. Voilà. On continue toujours de parler des Né Mwandansemi. Alors, vous, comme juriste, qu'est-ce que vous proposez concrètement concernant les députés ou l'ancien député Né Mwandansemi? Je conseillerais à l'honorable Mwandansemi de rectifier le tir parce que nous avons même vu, il était dehors là, le président de la République qui attendait la remise et reprise dehors avec ses adeptes et tout ça, c'est pas intéressant. C'est d'abord un mouvement religieux, tout ça, quelque chose comme ça. Il faudra bien organiser les choses. S'il veut revenir dans le monde où il veut devenir actif sur le plan politique, il faudra qu'il puisse bien organiser ses propos, bien organiser ses apparitions, bien organiser ses stratégies pour éviter à ce qu'il puisse se victimiser lui-même. Il ne faudra pas qu'il soit là en train de vouloir qu'il soit victime. Alors qu'il pose des actes et après il va crier non, non, je suis victime, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est pas intéressant. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que les FCC derrière Né Mwandansemi? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il ne faudra pas toujours voir les démons ou le diable derrière FCC ou devant FCC. Non, je ne pense pas. FCC, c'est vrai, il y a des gens, il y a des choses que nous reprochons, mais quand même, il n'y a pas de diable. Vous pensez que tout FCC là, il n'y a que des diables, il n'y a même pas un ange. Non. Je ne pense pas que ça soit une stratégie liée à FCC ou alimentée par FCC. Non, je ne pense pas. Très bien. Alors, on va parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a fait une apparition dans une vidéo. Il était invité au mariage du fils de James Kabarebe qui a été chef d'état-major ici au pays, ministre des Affaires étrangères au Rwanda, actuellement conseiller de Paul Kagame. Kamerhe a fait des déclarations, mais il y a quand même des gens qui se sont sentis offusqués. Kamerhe qui a fait d'abord un cadeau de 30 vaches aux heureux mariés, consolidation des liens entre, certaines personnes disent entre les Kivu et les Rwanda. Vous estimez qu'il avait parlé des liens entre la RDC et les Rwanda. Finalement, comment avez-vous jugé les propos de Kamerhe dans ce mariage? D'abord, il faudra préciser que c'était d'abord une histoire privée. C'est un fait privé. On a invité Kamerhe, c'est un mariage, un fait privé. Et de ces faits, à un certain moment, il devrait se retenir dans certaines choses ou certains propos. Quand, par exemple, il parle de raffermir les relations entre... il avait dit Kivu puis RDC, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas entendu RDC, ils n'ont entendu que Kivu. Il a parlé de la RDC, Je crois que un mariage privé, un fait privé, on ne pouvait pas à un certain moment commencer à faire des déclarations publiques
des déclarations comme étant un homme public. Au nom de quoi un Ça c'est un. prendre la parole Ça dans une c'est fête un. de Ça c'est un. Des deux, c'est un directeur de cabinet qui il ne est soumis peut au devoir de parler. réserve. Voilà, il est Normalement. soumis au devoir de réserve et ne peut parler que s'il a reçu mandat. La question que je me pose, est-ce qu'il avait reçu mandat du chef de l'État pour parler, pour dire par exemple que le chef d'État n'est pas venu et tout ça, il devait venir et tout, vous avez me créé de pommes, des choses comme ça. Vous voyez, ce sont des choses qui... En tout cas, moi, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Une cérémonie privée, un mariage, et puis on commence à parler de raffermir les liens. Qu'est-ce que ça a à voir avec les 30 vaches? Qu'est-ce que ça a à voir avec un mariage privé? Est-ce que Kabarebe, c'est lui qui décide sur les choses Donc vous voyez, c'est pas... Et puis lui... D'abord, comment un invité peut prendre la parole dans une fête? Non, mais il est libre. Il est libre. Ah, dans une fête de mariage? Oui, oui. S'il a une déclaration, il a un témoignage. Oui, oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Moi, je ne veux pas qu'on puisse... tout analyser, hein? Ne politisons pas tout. C'est vrai dans ce qu'il a fait, il y a quand même des reproches. C'est lui qui a politisé la fête. Non, il n'a pas il n'a pas fait ça. Il n'a pas politisé comment la on peut fête. Parler des consolidations des liens dans C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Ce qui a un tout petit peu manqué à la personne, c'est ça. Il est allé pour un fait privé, un mariage. Alors, il ne pouvait se limiter que, par exemple, 30 vaches, parler de lui, parler des heureux mariés, parler de Kabarebe, mais parce qu'il a dit que c'est son ami, parce qu'il a dit que c'est son ami. Alors, il pouvait se limiter, son grand frère. Bon. Il a dit qu'il était son grand frère. Et ça, c'est... Oui, oui. Bon, grand frère, ce n'est pas qu'on est de mêmes origines, non. On peut être grand frère, je peux être petit frère d'un monsieur italien, et tout ça, c'est possible. Donc, il ne faudra pas tout politiser. Mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est qu'il a quitté l'angle privé pour aborder la diplomatie, qui est un domaine public. C'est ce qui m'inquiète, c'est ce qui dérange au fait. Aller dans une fête, ce n'est pas grave. On peut être invité en Zambie, en Tanzanie, partout ailleurs. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que la conduite à tenir, c'est ce qui pose problème. Parce qu'on ne peut pas aller pour commencer à parler de la diplomatie, raffermir les relations et tout ça dans un mariage. Pour moi, je suis mal à l'aise. Je trouve que ce n'était pas intéressant. Ce n'était pas l'endroit approprié. Ce n'était pas le lieu indiqué. Et surtout, je ne pense pas qu'il était la personne indiquée ou habilitée à le faire. C'est ça le problème. Il faudra qu'on puisse bien caricaturer les choses. Il ne faudra pas qu'on fasse les choses, non. Il faudra qu'on puisse bien déterminer. Il pouvait aller, oui, mais savoir quoi dire, par exemple. Savoir quoi dire. Le chef de l'État peut ou ne pas être invité, ça, ce n'est pas un problème. On ne peut pas les soulever là-bas. Le président regrette. C'est pas intéressant de ne pas être invité. Alors que Paul Kagame, dont James Kabarebe en est le conseiller, lui-même n'était pas présent à cette fête. Oui, c'est comme ça que je dis. À un certain moment, il ne faudra pas qu'on fasse des discours tendant peut-être à faire. D'abord, est-ce que James Kabarebe, là, je crois qu'à un certain moment, on doit aussi avoir une idée sur lui. C'est quelqu'un qui était ici, qui a été chassé par Mouzé, chef d'état-major ici au Congo, alors qu'il est de l'autre côté. Ministre des Affaires étrangères au Rwanda. Ministre des Affaires étrangères de l'autre côté. De Paul Kagame. Vous voyez, et nous connaissons ce que la RDC a subi avec cette histoire de Kisangani. Interrogeons l'histoire. Alors vous voyez, déjà dans cette marmite-là, ce n'était pas intéressant qu'on puisse commencer à dire non, c'est raffermir les liens et tout ça, des choses comme ça. Vous voyez déjà, le départ n'était pas du tout bon en fait. C'est ça le problème. C'est ce qui crée un tout petit peu les petites tensions de part et d'autre. Les gens parlent, les gens critiquent et tout ça. Il pouvait se limiter, 30 vaches et tout ça, mariage, je félicite, mais aller au-delà, je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on puisse rectifier. Est-ce que Vital Kamerhe est-il nuisible au président Fachi? Non, c'est prémédité de dire des choses comme ça. C'est prémédité parce que nous savons ce que Vital Kamerhe a fait. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, Vital Kamerhe, c'est parmi les gens qui ont pris la décision de façon courageuse. Il y a beaucoup de conseillers au sein du cabinet du président de la République fustigent son comportement. Effectivement, lui aussi fustige, peut-être.
lui aussi fustige. Peut-être parce que lui ne parle pas. Peut-être parce que lui ne veut pas. Il se comporte à un homme politique à un certain moment pour ne pas dire de choses. Nous savons ce qui se passe à la présidence, peut-être par les conseillers et tout ça et qu'on sort. Que personne ne dise aujourd'hui qu'il est saint, il est ange. Vital Kamerhe, tout être humain a ses défauts. Il a ses défauts. Aujourd'hui, il avait pris cette décision. Il a accompagné l'actuel chef de l'État. Alors, laissons les choses évoluer telles qu'elles évoluent. Mais seulement, tout en appliquant le principe de droit. Si quelqu'un arrive à pécher, la loi est là. La loi est là. Quand vous dites qu'il est nuisible par rapport à quoi? Parce qu'il est allé au Mali. Oui, bon, c'est une question, oui, je réponds. Pas affirmé. Oui, oui. Donc, est-ce que... Oui, oui, effectivement, ce sont des questions qui... Alors, il est nuisible en quoi? Parce qu'il est allé au Rwanda? Non, je ne pense pas. Mais seulement, il y a des choses qu'il faudra reprocher, qu'il ne faudra pas... Cité dans les dossiers 15 millions. Oui, effectivement, c'est ce que je dis. La loi est là. La loi va frapper. Si effectivement il est nuisible, si effectivement il avait touché à cet argent, si effectivement il a fait des choses, il sera interpellé et la loi sera appliquée. Parce que la loi est générale, impersonnelle, transcendantale. C'est ça même la définition de la loi. La loi est générale, impersonnelle, transcendantale. Donc même lui, le DIRCAB, si il arrivait qu'un jour dans un dossier, il est inculpé ou bien il est chargé par rapport à cela, il va subir la loi. C'est ça le problème. Voilà, parlons de la visite pastorale à l'est du pays. Le cardinal Fridolin Ambongo confirme la mise en marche d'un plan de balkanisation de la RDC. Est-ce que vous partagez cet avis du cardinal? Bon, vous savez, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. La balkanisation ne date pas d'aujourd'hui parce que le quand cardinal s'est réveillé un peu en retard. Bon, pas réveillé. Bon, il a constaté de manière tardive. Non, on ne peut pas dire ça. Peut-être qu'il a encore d'autres informations que nous n'avons pas. Mais seulement, cette histoire de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Lumumba. Lumumba en a parlé. Lumumba parlait de cette histoire. Et c'est ce qui a fait même qu'aujourd'hui, selon les révélations que nous avons, c'est ce qui a précipité sa mort. Vous voyez, Mobutu a dit, s'il faudra même que je signe un pacte avec le diable pour que le Zaïre reste un. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mouzé le Père, vous connaissez l'histoire. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que je félicite ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a seulement réveillé encore ceux-là qui dormaient. C'est ça au fait. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. Peut-être que des petits éléments qu'il pourra nous apporter plus tard peut-être, ou qu'il en a. Mais seulement, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. La RDC est enviée. Ce n'est pas aujourd'hui les Blancs, les colos, tout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faudra réveiller, même éveiller les élites, les consciences, les gens, les Congolais, pour que cette histoire-là n'arrive pas. Mais qu'est-ce que nous faisons pour sécuriser tout ce qu'on a comme richesse? Ce que nous faisons, effectivement, le problème c'est que c'est la politique qu'on a. Parce que par rapport la à son convoitise pays. ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Regardez aujourd'hui. Les pays qui disent aujourd'hui premier producteur D, premier producteur D, premier producteur D. Quand vous regardez, vous interrogez l'histoire, vous allez voir que dans ces différents pays-là, il n'y a pas de ces richesses. Mais comment ils sont premiers producteurs? La RDC, je crois, on en a parlé, c'est un scandale par rapport aux richesses. C'est comme ça que nous sommes enviés. Mais seulement, il faudra qu'on sache comment sécuriser d'abord notre pays et ensuite le patrimoine. C'est ça le problème. Il a bien fait. Je crois que l'Église catholique a un style, là, je ne sais pas comment on appelle ça, si homélie, quelque chose comme ça, qu'on pourra peut-être continuellement rappeler aux gens, que les gens soient éveillés, que les gens soient, ceux qui dormaient se réveillent pour que cette histoire n'arrive pas. Et nous, peuple congolais, nous n'accepterons jamais, jamais que cette histoire puisse arriver dans notre pays. Ça, c'est un pays qu'on nous a... vous savez, les gens sont partis. Les gens ont laissé leur vie. Les gens sont partis à cause de la RDC. Est-ce que les Congolais, nous sommes d'abord soudés? Aujourd'hui... Pendant qu'on tue à l'Est et ici à Kinshasa, il y a des gens qui sont tout le temps autour d'une bière. Non. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Il y a une évolution.
Vous ne savez pas aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'information depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est au pouvoir, il y a quand même il y a une avancée de l'autre côté. Il y a aussi... Qu'on ne doit pas, il y a une avancée. Oui, effectivement, les tueries continuent. Mais au moins, le taux a baissé. Ça, il ne faudra pas oublier, il ne faudra pas nier. Grâce à sa politique, grâce à sa vision. Aujourd'hui, les tueries ont baissé. Et d'ailleurs, ça ne se fait plus à Beni comme ça se faisait en pleine ville. Maintenant, là, c'est dans des villages, dans des petits coins. Vous voyez, petit à petit, les choses vont changer. Je profite de cette occasion pour féliciter même nos soldats, la FARDC, avec le travail que la FARDC est en train de faire. C'est à louer, c'est à féliciter. Les tueries ne datent pas d'aujourd'hui. Ne datent pas d'aujourd'hui. Mais grâce à la philosophie, à la politique de Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République, les choses, petit à petit, s'améliorent. S'améliorent petit à petit. Aujourd'hui, on parle des tueries, mais quand vous regardez, vous prenez le taux, vous prenez les 5 dernières années, et vous prenez 2019, aujourd'hui 2020, vous comparez, vous allez voir qu'il y a vraiment une baisse sensible. Les patrons de l'église protestante au Congo, l'évêque Bokundo, lui également a emboîté les pas du cardinal. Il invite la population à la vigilance. Alors, que faudrait-il faire concrètement pour barrer la route au projet de balkanisation? D'abord, éviter qu'on soit divisés nous-mêmes. Parce que la balkanisation tirera sa force lorsque nous-mêmes, Congolais, à l'interne, on est divisés. Par des petites choses, des petites discussions, des petites divergences. Est-ce qu'il est possible de rester ensemble alors que nous avons des généraux qui sont cités dans des dossiers sales, qui seraient complices, qui travaillent plutôt en complicité avec tous ces groupes armés qui nous attaquent? Est-ce qu'il est possible de sécuriser la partie? C'est possible. C'est possible lorsqu'on est soudé. Lorsqu'on est soudé, on sera en mesure de dénoncer ces généraux-là. Très bien. Lorsqu'on est soudé, on sera en mesure d'exposer ces généraux-là. Lorsqu'on est soudé, on sera en mesure de les appréhender, même les amener devant la justice, devant les organes de la loi. C'est ça le problème lorsqu'on est soudé. C'est comme ça que je dis, j'interpelle à la population congolaise. Ne suivons pas des petites querelles, des petites choses qui ne vont nous avancer en rien. Soyons soudés, unis. C'est ce qui fera ce que le plan de la balkanisation ne puisse pas avoir lieu en République démocratique du Congo et surtout avec la vision de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. L'émission également touche à sa fin. On va parler de la manifestation des étudiants à l'université de Kinshasa, les étudiants qui protestaient contre l'augmentation des frais académiques, les frais qui est passé de 253 000 francs à 485 000 francs congolais. La police a dressé un bilan de 9 blessés. 11 personnes interpellées et elle affirme qu'aucune arme létale n'a été utilisée et pourtant on dénombre des blessés. Vous savez, dans cette histoire... version Fachi, c'est... Non. Vous savez, de la barbarie vous savez, dans cette histoire-là, ce qui m'inquiète, c'est le silence radio de l'autorité chargée de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ce qui m'inquiète parce que jusqu'aujourd'hui, en tout cas, jusqu'au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, je n'ai vu aucun communiqué allant dans ce sens, je n'ai vu aucune déclaration de sa part. Le Premier ministre a appelé les étudiants au calme. Je n'ai pas vu une descente sur les lieux pour faire un état des lieux ou de choses. C'est un silence radio. Alors que le ministre a instruit aux différents responsables des établissements publics. Il a instruit. J'ai ce document-là. Instruction académique numéro 021, bar Minesu, bar CAB, ministre et tout ça, portant directive relative à l'année académique 2019-2020, où lui, le ministre, a pris des décisions. Lui, le ministre, lui qui gère tous les recteurs, les secrétaires généraux et tout ça, c'est lui qui les gère. Il a instruit à tout ce monde-là, mais écoutez, avec la vision du chef de l'État, désormais, le frais académique, à partir de classes de recrutement, c'est 164 700 francs. 164 000 francs. 164 700 francs pour le classe de recrutement. Les classes montantes, 131 760 francs.
Il a instruit à tout ce monde-là pour que cette histoire soit appliquée. Et c'était suivant. 1. Le Conseil des ministres, parce que tout ce qu'il peut prendre, ça doit être débattu en Conseil des ministres. L'option a été levée. L'option a été levée au Conseil des ministres, entérinée par le président et le chef du gouvernement, les premiers ministres. Qui est aussi on instruit aux différents responsables des établissements. Et voilà que, à la grande surprise, les chefs des établissements vont se réunir avec le partenaire, le corps scientifique, Apouki, et tout ça, des choses comme ça, pour nous balancer. Attendez un peu, donc vous voulez dire que la décision d'augmenter les frais académiques a été prise par les recteurs et non les ministres. Attendez. Les ministres n'est pas lié dans cette affaire. Attendez. C'est comme ça que je dis, il y a quand même un silence coupable. Ce silence radio-là, c'est ce qui inquiète. Parce que le ministre, au mois d'octobre 2019, il a instruit. On a vu ses communiqués. Voilà. C'était même pas, c'était une instruction où il a fixé l'année académique 2019-2020. Et dans le point, je crois, attendez, je vais vérifier parce que j'avais souligné d'ailleurs cette histoire. 189 de son instruction. Il a interdit au chef des établissements d'ajouter ne serait-ce qu'un petit frais par rapport à ce que lui, il avait déjà fixé. Donc le chef des établissements n'avait plus le droit d'ajouter ne serait-ce que 10 francs au montant que lui avait déjà fixé. Et voilà, aujourd'hui, on nous balance un communiqué. D'ailleurs, c'est un communiqué, je ne sais même pas, c'est une mesure, c'est quoi, c'est une décision qui vient d'où. Et puis, ce qui est grave, on fait allusion à cette instruction des 021 et on n'indique pas d'où ils tirent leur pouvoir d'augmenter, au fait, le frais académique. C'est ce qui pose problème. Donc, on vous dit non, suivant l'instruction 021, mais quel point, quelle page? Parce que moi, j'ai vu l'instruction du ministre. Dans son instruction, il a précisé que les frais académiques étaient fixés à 164 700 francs. Et il a interdit aux chefs des établissements d'ajouter quelque chose. Mais comment vous expliquez ces volte-face des... Ils vont se réunir pour balancer ces communiqués. C'est comme ça qu'il y a eu des désordres. Parce que les étudiants étaient informés. Les étudiants étaient au courant que, avec la vision... Vous savez, la vision de la gratuité que le chef de l'État est en train de poursuivre jusqu'aujourd'hui, c'est que il y aura un jour, peut-être avant la fin de son mandat, même les classes de recrutement à l'université de Kinshasa ou aux différents établissements publics seront peut-être gratuites, les classes de recrutement, selon sa vision. Mais malheureusement, il y a des gens apparemment qui ne comprennent pas les choses. Comment est-ce que le président est en train de réfléchir? Peut-être. Alors, est-ce qu'il est permis? Alors, non, mais il n'avait pas le droit de faire ça. Comment est-ce qu'une autorité vous instruit et vous venez avec un communiqué pour contredire ce que l'autorité a... Pourquoi cette même autorité n'est dit mot? C'est comme ça que je dis, ce silence-là, c'est quand même un silence coupable. Ce silence radio-là, c'est quand même un silence coupable. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors qu'en réalité, moi, je m'attendais que l'excellence, monsieur le ministre en charge de l'ESU, puisse passer, ne serait-ce qu'à la télé, pour fixer l'opinion. Ou alors effectuer une descente sur ce terrain, pour calmer les étudiants. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont aux cliniques universitaires. Atteints par des balles. Effectivement, même le policier alors aussi. que la police, même le policier police indique qu'aucune arme létale n'a été utilisée. Non. Est-ce qu'il est permis de pénétrer les sites universitaires avec des armes? D'abord, ce n'est pas intéressant. Les étudiants n'ont pas d'armes là-bas. Ce n'est pas intéressant. Même s'il y a des revendications, c'est vrai, nous condamnons la manière dont peut-être qu'ils ont tous ces dégâts causés, cette barbarie. Ils ont fait des choses qu'on ne pourra pas louer ici ou féliciter. Mais seulement, quand on veut calmer une réclamation estudiantine, à un certain moment, il faut avoir des stratégies. Il faut éviter de monter dans des sites universitaires avec des armes et des balles réelles. Il faut éviter ça. Je n'ai pas dit qu'ils étaient là avec des armes réelles, mais j'ai dit seulement qu'il faudra éviter ça. Ce n'est pas intéressant. Il faudra éviter. Et de deux, il faut avoir des stratégies. Ce sont des intellectuels. Ils peuvent commencer un mouvement. Pour contenir la marche, il faut forcément passer par la violence. C'est ce que je dis. Il faudra avoir de stratégies. Il faudra avoir de stratégies. Ce sont quand même des intellectuels
qu'il faudra à un certain moment créer ne serait-ce qu'un lieu de discussion. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui? Si effectivement, cette histoire, il n'y a pas... Parce que moi, à un certain moment, je commence à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière cette histoire? Parce que en tout cas, même sur le plan administratif, hein, je ne vois pas, parce que la compétence est d'attribution. Et même suivant ce que nous appelons les parallélismes de forme et de compétences. Ça veut dire qu'on ne peut pas, une autorité qui a pris la décision, et quelqu'un qui est, parce que hiérarchiquement, les recteurs sont inférieurs au ministre. Alors comment un recteur, ou, je ne sais pas moi, une réunion des différents, je ne sais pas moi, partenaires et corps scientifiques et tout ça, l'ensemble de ce monde-là, et puis un communiqué contredisant ou annulant, je ne sais pas moi, complétant, bon, ça complète l'instruction du ministre, ça annule l'instruction du ministre, ça met de côté l'instruction du ministre, ça met en pause l'instruction du ministre, bon, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas quoi. Et puis, une instruction face à un communiqué, on va respecter quoi? Et en même temps, c'est même c'est qu'on peut qualifier d'une insubordination. Alors en droit administratif, on peut qualifier ça d'une insubordination. Parce que l'autorité prend une mesure, vous êtes inférieur, vous refusez d'appliquer ou vous prenez la vôtre. Alors, les dossiers ne font que s'empirer. Les professeurs ont suspendu toutes les activités jusqu'à nouvel ordre. Et puis, ils exigent les déguerpissements de tous les étudiants logés au HOMSA. Comment ça va se passer? Non, il faut éviter ça. Nous fûmes étudiants. Nous savons comment. Parce que parmi ces étudiants qui sont au HOM, il y a certains qui n'ont pas de famille ici à Kinshasa. Effectivement. Ils iront où? Vous voulez que les stades soient encore remplis comme et tout ça, les histoires là de Brazzaville. Il faut éviter ça. Parce que vous allez déguerpir les étudiants, pourquoi? Parce que ce qu'ils réclament à un certain moment, ils ont raison. Les étudiants ont raison. Parce que ils ont demandé, ils ont formulé une demande. Le président de la République a accepté. Le Premier ministre a entendu. Conseil des ministres, ils ont pris une mesure. Laquelle mesure devrait être appliquée cette année académique 2019-2020. Voilà que une corporation, les gens vont se réunir pour contredire cela. Alors, les étudiants vont faire quoi? Ils ne pourront que manifester. Je ne parle pas de la manifestation dont on a cassé, on a fait ceci. Non, mais une manifestation reste une manifestation partout ailleurs. Mais les étudiants en Inde ne manifestent pas. Les étudiants aux États-Unis, les étudiants en France ne manifestent pas. Et puis, les déguerpissements des étudiants logés au HOM, les déguerpissements, moi, je crois que c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. C'est que moi, j'estime, bon, en ce moment, c'est de répondre à la revendication des étudiants. Qu'on puisse fixer les étudiants. Ils vont payer combien? C'est ça le vrai problème. Parce que tout ce qu'ils réclament là, qu'ils soient seulement fixés. Et d'ailleurs, ils avaient applaudi. Ils avaient applaudi la mesure de 184 700 francs. Ils avaient applaudi la mesure. Certains d'ailleurs se promènent avec cet argent pour payer. Alors on quitte de 164 000 à 480. D'abord, les frais c'était à 253. On a pris la décision de les ramener à 164. Puis maintenant, on va aller jusqu'à 400. On va même multiplier par 2. Parce que même l'année passée, les étudiants n'ont pas payé 480. Ils ont payé 253 000 francs. Oui, effectivement. Les étudiants n'ont pas payé ça. Alors, quelle est cette magie-là qui amène à ce que cette année académique, on puisse prendre les frais académiques antérieurs x2. Voilà. Pourquoi? Parce que les étudiants vont finalement commencer à manger gratuitement, le transport gratuit et même les syllabis et tout ça, c'est comme ça qu'on a doublé. À un certain moment, je crois qu'on doit féliciter le chef, on doit faciliter la tâche au chef de l'État. Je commence, si des choses comme ça persistent et qu'on n'interpelle pas les concernés, je crois que
les gens risqueront d'avoir une mauvaise appréhension, tout ce que fait une Assemblée mauvaise nationale, image nos députés du chef de l'État. Je crois qu'à un certain moment, le chef de l'État voilà, doit à un certain moment s'impliquer dans cette histoire pour interpeller. Parce que maintenant, là, ça commence à toucher à l'image du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, quand il dit, ce n'est pas intéressant que ça commence à créer des débats, que ça commence à créer des résistances, que ça commence à créer des choses. Rappelez-vous, j'ai même suivi le ministre de l'enseignement primaire qui dit que la gratuité de l'enseignement date Non, mais non. On a voté la Constitution depuis quand? Depuis quand? Voilà. L'application en 2019, vous dites que non, non, ce n'est pas l'œuvre de l'actuel président. Vous voyez? Alors, de telles choses, il faudra éviter ça parce que ça colle directement à l'image du chef de l'État. Ce n'est pas intéressant. Je crois qu'à un certain moment, il faudra interpeller les gens qui font ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des étudiants. Moi, j'ai été étudiant. Je sais comment est-ce que les étudiants sont. Alors, ce n'est pas intéressant. 7 blessés graves. Alors, c'est qui est encore grave? Qui prend en charge? Les parents. C'est ça le problème. Malheureusement. Qui prendra en charge toutes ces déviances? C'est ça le problème. Les parents qui souffrent, voilà, qui réclament de l'argent. Et voilà, il a envoyé son enfant à l'université. On l'appelle, non, non, il est à l'hôpital. Peut-être qu'il n'a pas d'argent. Et tout ça, vous voyez comment est-ce qu'on va traumatiser les gens. C'est pas intéressant. Je crois qu'il faudra qu'on puisse trouver la solution aux revendications des étudiants. D'ailleurs, qui a été déjà, l'option a été déjà levée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Que cette option-là, que cette instruction soit d'application. Ça va apaiser les esprits. Très bien. L'émission est complètement terminée, Maître Yannick. Alors, vous allez regarder la caméra, puis en quelques secondes, vous allez passer votre message au public qui vous regarde à travers le monde. Nous sommes là pour apporter notre pierre par rapport à la construction de notre maison qui est la RDC. On n'a pas de tendance, je ne sais pas moi, politique, mais seulement nous faisons ce qu'on peut faire pour interpeller les uns et les autres. Donc, on est là, on est disposé. Éviter seulement peut-être de menaces ou des insultes, ce n'est pas intéressant. Venez ici, on va débattre et pour que les choses évoluent bien. Merci. Maître Yannick, merci de votre disponibilité. Je vous remercie. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Actueuse, nous avons reçu pour vous Maître Yannick Ngandou, juriste, analyste politique, avec qui nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Néhémie et Homo pour ces belles images. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.